Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en présence d'Udipère. Alors aujourd'hui est un jour extrêmement grave. Non seulement c'est la fin de la saison et nous vous remercions de nous avoir suivis, mais nous sommes en présence de ce que je vous avais annoncé, à savoir la veste orange. La veste orange. Alors attention, on n'est pas sur une simple veste comme ça, rapidement faite. Nous sommes sur la veste orange, la seule, l'ultime, celle qui top toutes les autres. Ce n'est pas de la veste saumon, ce n'est pas avec des coudières. Alors attention, si on a upgradé la veste, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de boutons non plus ici, de sorte que j'aurais pas à dire toutes les 5 minutes, tu tapes pas tes boutons. Voilà, donc je l'avais promis sur les réseaux sociaux, la voilà, et je crois que vous m'accorderez... Ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'attendre et qu'elle est conforme au fait que vous étiez pas prêt. Voilà. Donc je pense qu'on peut dire qu'on termine la saison en apothéose, là. Flamboyant. Flamboyant, c'est... Alors Charles prétend, mais franchement, je pense qu'on n'a pas la même pantone, que c'est la couleur du drapeau anglais, le rouge du drapeau anglais. Mais on est tous d'accord que c'est orange, hein, donc... Ben, je crois que le drapeau anglais est orange, pas rouge, mais enfin bref. Non, il est rouge. Bon. Enfin voilà. Non, mais parce que quand tu regardes l'habit des gardes, c'est censé être ce rouge-là, et il n'est pas orange. Enfin, anyhow. Voilà. Donc... Revenons à nos moutons. Vous savez comme moi qu'on a dédié une première émission au grand dossier sur l'industrie, une seconde qui était aussi la suite du dossier sur l'industrie, et aujourd'hui, on va répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées sur nos différents médias et que Charles va traiter donc présentement. Alors, Frédéric Messermitsch te pose la question, pensez-vous que l'industrie liée à la crypto-monnaie, je pense au minage ou... à l'UDEFI, je ne sais pas ce que j'ai écrit, oui, peut réindustrialiser la France et modifier complètement le paysage économique du pays. Alors, pour faire du minage de Bitcoin, par exemple, il faut de l'électricité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer par pas foutre en l'air EDF. Donc, ça, c'est une bonne question. Alors, la façon dont les mineurs, aujourd'hui, minent, c'est qu'ils cherchent de trouver des endroits où l'électricité est pas chère du tout. Et imaginez-vous, on en connaît quelques-uns. C'est ce que nous avait expliqué Sébastien Gros-Spirou. Gros-Spirou, oui, là. Et il nous avait expliqué que donc lui, il va se balader dans... La Banque mondiale a financé des barrages en Afrique, par exemple. Mais comme ce sont des fonctionnaires, ils n'ont pas pensé à financer le réseau qui se branchera sur le... Donc vous avez des barrages qui peuvent faire plein d'électricité, mais elle va nulle part cette électricité puisqu'on n'a pas financé les réseaux. Donc ce que fait Gros-Spirou, c'est qu'il va chercher, il va se mettre là, il fait son Bitcoin, et puis quand il en trouve, il donne une partie de l'argent au barrage. Donc c'est une façon de rentabiliser. Et d'ailleurs, à la période où on en avait parlé l'année dernière, la Chine, pendant un moment, avait dit non, mais finalement, on veut plus que vous veniez chez nous pour prendre cette électricité. Oui, parce qu'il faisait plein d'électricité, mais il le faisait avec du charbon qui polluait. Alors oui, donc c'était pas une bonne idée. Mais on pourrait le faire avec le gaz qui s'échappe des gisements de gaz en Afrique du Nord. Enfin, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc non, et puis c'est quand même ça se mesure même pas à l'échelle de la comptabilité nationale, quoi. C'est beaucoup trop petit. Donc le Bitcoin, encore une fois, vous savez, je dis depuis un certain temps que vous avez l'économie de l'échange qui est là, puis au-dessus on a mis un système opératoire ou opérationnel là, qui est la monnaie. Donc le Bitcoin, il peut avoir un effet sur le système d'opération, là, mais il peut pas avoir un effet vraiment sur l'économie, c'est trop petit. D'accord. C'est une façon d'empêcher le Bitcoin, on espère, les gouvernements de faire n'importe quoi avec le système opérationnel, mais pas avec l'économie. Pas avec l'économie, d'accord. Alors, Ours Brun te pose la question suivante. Pensez-vous qu'une faillite comme celle de la Suède de 1992 est nécessaire afin que la France retrouve sa prospérité passée, ou le système européen nous bloque des bénéfices d'une faillite et d'une refonte économique ? Ben c'est la vraie question, c'est ce que je mettais à la fin de mon article, c'est qu'il n'y a que deux possibilités. C'est que si on reste dans le système européen et qu'on reste dans l'euro, qu'on reste dans tous ces trucs-là, ce qui va se passer, c'est que on va être gouverné de l'extérieur. On va devenir... C'est la crainte. C'est la crainte. On va devenir une espèce de Grèce, de grosse Grèce. De bourgade de l'Empire de Rome. Voilà, de l'Empire de Bruxelles, ou je sais pas quoi. Et donc, à ce moment-là, ils auront tout intérêt à nous
Elle nous gardait en état de sujétion. Dans les contraintes européennes actuelles, avec tous les abandons de souveraineté qu'on a fait sur l'Europe, etc., il faut bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas le moindre espoir d'amélioration. Donc, l'amélioration ne peut se produire que s'il y a rupture avec l'Europe, premier point. Et deuxième point, si une fois qu'on a fait cette rupture, on prend les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il y a 2 étapes à franchir. Et la seule bonne décision qu'on peut prendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retour vers la normalité quand vous avez 60% du PIB qui est fait par l'État, c'est-à-dire où il n'y a pas de création destructrice. C'est-à-dire que l'État préempte tout le pognon, fait des investissements débiles avec. Et donc, tant que ça continuera, et tant que les gens qui nous gouvernent pensent que la solution, c'est l'État, ben, on continuera à s'enfoncer. Et il y a des exemples historiques nombreux. Vous avez le Venezuela, vous avez l'Argentine, vous avez tout ce que vous voulez, vous en avez plein. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est une espèce de révolution culturelle. C'est-à-dire que les Français se disent, ben, il faut que je m'attrape par les chaussettes et que je me remonte, c'est un peu, que je remonte le terrain, mais pas que j'attende que la solution vienne de l'extérieur ou de l'État. J'ai vu quelque chose passer sur les réseaux qui était quelqu'un qui changeait qui faisait, je sais pas, une sortie d'argent en Espagne, et le ticket de reçu disait tous les euros que vous nous donnez, ça le disait en espagnol, on est obligé de les détruire. Enfin, tu vois, comme s'il y avait une sorte de préparation on retire progressivement c'est pas impossible. de l'argent, comment on dit, imprimé. Pour le remplacer par cet argent. Voilà. Mais c'est une autre façon de nous contrôler. C'est-à-dire que si on doit tomber sous la coupe du FMI, de Bruxelles et de la BCE, ce sera les 3 pouvoirs qui nous gouverneront, eh bien, il faudra qu'ils aient accès à ce qu'on fait chacun d'entre nous en temps réel, et ça peut se passer que par une monnaie de banque centrale, une monnaie informatique. Parce que la question que je me posais, je me dis, mais comment ils vont nous l'imposer ? C'est pas possible. Mais effectivement, s'ils retirent progressivement les liquidités du système... Et s'ils le remplacent par un crédit à la banque centrale... Ben oui, ils seront en temps réel. Alors, ce qui va se passer, j'imagine, c'est que les Français commenceront à faire du commerce en cash, en dollars, en francs suisses, oui, mais imagine, sterling. Si ton salaire t'est versé directement sur ton compte Crédit Banque Centrale en leur monnaie à eux, il va falloir que tu le ressortes de là. Et si tu ne peux pas le sortir. Tu pourras le payer qu'avec des paiements électroniques. Tu ne pourras pas le sortir en cash. Et est-ce que tu pourras t'acheter des bitcoins ou des dollars ? Ça dépend, ça, si c'est autorisé, mais les bitcoins, ça sera sans doute interdit. Et donc, automatiquement, ça amène aussi à une espèce de contrôle d'échange. C'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé à Jean-Jacques ici quand il est resté j'ai dû le raconter déjà, mais quand il a essayé d'acheter de l'or dans sa banque, l'écran est devenu tout rouge, ils ont appelé au téléphone, il a fallu que le conseil d'administration se réunisse, puis un autre conseil d'administration pour l'autoriser à acheter de l'or. Et quand tu achètes de l'or, tu sors de ce système. Et donc, oui, c'est pour ça que je dis aux gens, écoutez, c'est peut-être pas plus mal que vous ayez une partie de votre argent, je sais pas, en Suisse, en Angleterre, où vous, légalement, où vous serez pas sous le contrôle de la banque centrale. Parce qu'on a très bien vu ce qui s'est passé au Canada. Il y a eu les gens à Ottawa, il y a les camions qui sont arrivés, on a pris le numéro des camions et M. Trudeau, avec l'assentiment des banques, il n'y a que 5 banques au Canada, avec l'assentiment des banques, a fermé tous les comptes de ces gens-là. Donc ils ne pouvaient pas rester, ils étaient obligés de partir, donc tous les camions sont partis. Donc vous allez manifester devant la Chambre des députés, l'identification faciale explique que M. Charles Gave est allé faire l'andouille devant la... Eh on lui ferme son compte, je ne sais plus où il est, et puis on le met, le seul compte qu'il aura, c'est celui qu'il aura à la Banque centrale, et il faudra faire bien attention à... Parce que vous avez des beaux enfants. Et à pas traverseur des clous, et pas aller regarder des films interdits, ça va être très, très, très...
Je vous dis, c'est le monde des Agnans. Vous savez, s'il y a madame, puis il y a une interrogation écrite. Ça va, toi, tu n'es pas du genre à regarder les films, la drille de la Charrière, toi. Non. Hein, non, mais je peux regarder des trucs sur YouTube qu'on considérerait comme pas bien normaux. Hein. Tu veux dire la dame gorille qui fait... ça, c'était un orang-outan. Un orang-outan. Je regarde beaucoup de chats, chiens et d'orang-outans, je trouve ça charmant. Non, mais surtout, ce que je regarde aussi... Les pandas, c'est des idiots aussi. Les pandas, puis c'est pareil, c'est pas incroyable. Mais non, mais surtout, ce que je regarde, c'est aussi des gens comme ceux qui parlent différemment de la guerre en Ukraine, ceux qui parlent différemment... Oui, tu regardes Duran, on regarde Peterson. Oui. Comment il s'appelle Joe Rogan. Rogan, oui, je regarde tous ces gars-là et d'autres. Et donc, il suffit qu'on fasse la liste des gens que je regarde et on se dit, voilà un gars, ce serait peut-être pas une bonne idée qu'il ait un compte en banque, quoi, tu vois. Voilà. Rose Bleue te dit, mais oui, mais enfin, comment réindustrialiser un pays dont le coût de la main-d'œuvre est prohibitif, le coût des énergies est prohibitif, les entreprises sont écrasées de lois et règlements en tout genre, mais comment faire ? Eh ben, c'était tout le thème. C'était un peu la thématique, mais les gens ont lu le dossier et ont dit, oui, mais on sait tout ça, comment qu'on fait ? Alors, je vais vous expliquer ce que les gens géniaux qui nous gouvernent vont faire. Je l'ai déjà vu, ça s'appelle monter une usine à gaz. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, alors, on va vous filer des subventions pour compenser les frais énormes que vous supportez, d'énergie, de réglementation, de frais de salaire, etc. Moi, il me semblerait plus logique de dire, on va faire baisser la réglementation. Non, on va faire on va monter un truc. Et il y aura une administration qui sera montée, qui s'appellera sans doute le Haut Commissariat à la réindustrialisation de la France, tu vois. Et qui aura le droit de distribuer des subventions. Et à qui il va distribuer ces subventions, à ton avis ? Aux copains de Marlène Schiappa. Par exemple. Eux, ils auront toutes les compétences pour... donc, ça va faire quoi ? Ces subventions, il faudra que ça paye. Donc, la dette va monter encore plus. Et donc, ça va pas marcher. S'il suffisait de subventionner des entreprises, mon Dieu, la France serait le pays le plus développé du monde, quoi. Ils ne comprennent pas qu'il faut vivre, pour que les entreprises prospèrent, il faut vivre dans une société de liberté. Or, ils pensent que en nous coinçant encore plus, mais en compensant le coinçage par des subventions, on va faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on fera, des usines à gaz à la place de faire des papillons à vapeur, mais que le marché demande. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ils ne croient pas au marché. Le fond de cette classe dirigeante, c'est qu'ils pensent qu'ils savent mieux que le marché. Alors, Mélal te pose la question suivante. Si la désindustrialisation est un phénomène voulu, quelles sont les hypothèses quant aux raisons de cette politique ? Simple trahison pour des intérêts financiers, gain potentiel, assurer la dépendance vis-à-vis de la puissance étrangère, USA, UE. Quel autre pays a suivi la France ? Il y en a pour ainsi dire pas qui ont suivi la France. Aussi paradoxal que ça paraisse, il y a eu une désindustrialisation très forte qui s'est passée aux États-Unis. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sauf dans les industries de l'armement. C'est-à-dire qu'ils ont mis toute leur industrie automobile au Mexique, Détroit est complètement mort, ils ont fait... mais eux, ils n'avaient pas de contrainte du commerce extérieur puisqu'ils avaient la monnaie de réserve. Donc, eux, ils ont souffert en quelque sorte d'avoir un dollar qui était sans arrêt surévalué, donc il valait mieux faire des voitures au Mexique et puis les vendre aux Américains quand le gouvernement empruntait de l'argent pour que les Américains puissent acheter des voitures qui étaient faites au Mexique. Tu vois, c'était à peu près... Nous, ça ne nous est pas ouvert, ce coup-là. Non. Donc, c'est une très bonne question, parce que c'est une question... Moi, au départ, quand j'ai commencé ce dossier, je me suis dit, bon, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais vous avez eu 4 ou 5 grandes ou 6 grandes dates, que je mentionne dans le dossier, et chacune des crises, on a suivi exactement le même modus operandi. C'est vraiment, encore une fois, l'histoire d'Einstein qui dit preuve de la folie, c'est quand vous faites toujours la même chose en espérant des résultats différents. Donc, première hypothèse, ils s'en foutent. Mais je ne crois pas.
La deuxième hypothèse, qui est sans doute la bonne, c'est que la plupart de ces gars sont des fonctionnaires. Et ça me rappelle toujours, si tu veux, quand on était en Avignon et qu'il y a la personne qui s'occupe de la maison, qui, quand elle nous voit arriver, commence à sortir les seaux d'eau et les serpillères et les met au milieu, tu vois. C'est pour montrer qu'il se passe quelque chose, que je suis en train de bosser, je suis sur le dossier, je vais m'en occuper. Donc je crois que la plupart de ces fonctionnaires s'imaginent que, quoi qu'ils fassent, ça n'a pas d'importance, mais qu'il faut donner l'illusion que on est sur les dossiers, qu'on s'en occupe et que vous allez voir, ça va marcher. Et donc, là où est le problème, c'est que dans le secteur privé, si quelqu'un fait ça, il disparaît. Oui, bien sûr. Tandis que eux, ils disparaissent pas, ils sont promus. Donc, plus le poids de l'État monte dans l'économie, plus il est probable que tous ces gars qui sont là penseront que la solution, c'est d'accroître le poids de l'État, parce que ça accroît leur pouvoir à eux. Donc, on tombe dans le vrai problème, qui est celui qui a été posé par Bertrand de Jouvenel, c'est que l'État a une tendance maladive à croître, qui est inarrêtable. Et le vrai problème de la démocratie, c'est comment arrêter ce que Bertrand de Jouvenel appelait le Moloch. C'est-à-dire cette bête qui bouffe tout, et qui, en bouffant tout, appauvrit tout le monde. C'était aussi, alors attends, parce que c'était chez Schumpeter qu'on avait vu ça, aussi. La montée des faux intellectuels. Voilà, et le fait qu'il va arriver un moment où ça ne sera plus des intellectuels, mais des castes de partis. Voilà. Et c'est là où on arrive dans, en fait, Chronos mangeant ses propres enfants. C'est exactement le Chronos mangeant ses propres enfants. Et donc, je crois que je reviens à quelque chose que j'ai dit souvent, c'est que dans un pays, vous avez 3 niveaux où se passent les choses. Vous avez, mettons, la population, le peuple. Chacun essaye de se démerder comme il peut, d'élever ses enfants, de survivre, de prendre sa retraite, bref. Et puis vous avez l'État que cette population, qui est sorti de cette population en quelque sorte, et qui est chargé de gérer l'État, qui est un truc compliqué, et donc il faut quand même des mecs qui ont une grosse mémoire, pas beaucoup de caractère, enfin bref. Ce que Raoult appelle la société d'obéissance. Tu vois, c'est la société d'obéissance. Ils sont des obéissants, les types. Ils obéissent à des règles, aux autres, etc. Et puis, dans une bonne démocratie, il y a en haut le politique, avec un grand L et un grand P, le politique, dont le rôle est d'être foudroyé si ça marche pas. Oui. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que dans le fond, la classe administrative, celle du milieu, a pris le contrôle du politique. Et n'a jamais été foudroyé. Hashtag Madame Lauvergeon. Voilà, exactement. Ils n'ont jamais été foudroyés parce qu'ils ont réorganisé le système politique pour ne jamais être foudroyés. Ils ont fait, par exemple, ils ont fait croire aux Français qu'il y avait déjà à gauche et déjà à droite, entre Juppé et Fabius, c'était pareil. Et donc ils nous ont raconté ça. Maintenant, on est arrivé au bout de cette politique où Macron est à la fois à gauche et à droite, et en même temps. Et en même temps. Et en même temps. Mais bien au contraire. Mais bien au contraire. Donc on a maintenant, je crois que les Français réalisent qu'on est gouverné par cette classe de fonctionnaires, qui gouverne pour cette classe de fonctionnaires et pas du tout pour les gens en dessous. Parce qu'autrefois, le politique, si tu veux, quand un haut fonctionnaire n'était pas d'accord avec De Gaulle ou un autre politique, je sais que ça s'était passé avec M. Mitterrand, il y avait une manifestation quand De Gaulle était en 1945 d'anciens combattants devant je ne sais plus quel ministère. Je crois que Mitterrand à l'époque était ministre des anciens combattants, ce qui était un mourir de rire d'ailleurs, mais et De Gaulle lui avait dit, monsieur le ministre, je veux que ces gens-là soient partis, sinon j'attends votre démission ce soir, quoi. Donc, le rôle du politique, c'était de renvoyer les gens qui ne veulent pas prendre de décision, un grand coup de pied dans les fesses, dans leur médiocrité. Mais à partir du moment où tu as toute cette classe médiocre qui monte, ils se protègent les uns les autres. On le voit tellement avec Madame Lauvergeon. On le voit tellement avec... Mais comment on pourrait faire pour s'en débarrasser de ce corpus qui bloque absolument tout ? Ce qu'il faut, c'est... Comme ils ont, par exemple, la Constitution de la 5e, le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. Donc, ce qu'il faut, c'est que le souverain, c'est le peuple. Donc, ce qu'il faut, c'est exiger qu'on aille à un référendum d'initiative populaire pour que le peuple puisse reprendre l'initiative de la politique. Je suis d'accord dans l'absolu, mais en pratique, regarde,
à chaque fois qu'on a fait des manifs, tu prends la manif pour tous, ça n'aboutit sur rien. Tu prends les gilets jaunes, ça n'aboutit sur rien. Et pourtant, c'était des manifs grandes, manifestantes, profondes, avec des... Voilà. Donc, tu te dis, même si le peuple parle, personne ne l'écoute et tout le monde s'en fout. Non, cette classe s'en fout. Mais les régimes comme ça s'écroulent. D'abord, ils sont très fragiles. Parce que justement, il n'y a aucune adhésion. Il n'y a aucune adhésion. Et dans l'histoire, si tu regardes un peu, ce genre de régime s'écroule quand un jour la police reste dans ses casernes. Oui. C'est à ce moment-là, si tu veux, que ça s'écroule. Et là, en ce moment, il joue avec le feu. Et effectivement, là, il s'est passé, quand vous verrez cette émission, ça fera une semaine, mais il s'est passé cette histoire à Nanterre. Et pour moi, le fait que le président Macron et Madame Elisabeth Borne se permettent de donner leur avis sur une enquête en cours en disant qu'il leur semblait évident quand même que la police avait dépassé une certaine limite, j'ai trouvé ça pas très malin de leur part, parce que... C'est-à-dire que si tu refuses dans un système que l'État exerce ses prérogatives régaliennes de police, de justice, d'armée et de diplomatie, à ce moment-là, automatiquement, le système implose de l'intérieur. Et logiquement, c'est à ce moment-là que tu fais donner les troupes de police. Tu essayes de maintenir ça non plus par la légitimité, mais par la force. Mais si, quand tu dis aux flics d'aller matraquer leurs copains en face, ils disent « si ça vous fait rien, je reste à la maison », s'ils désobéissent, à partir du moment où la police désobéit, ça veut dire que le degré dans le peuple de manque de légitimité de ces gens-là a atteint un tel niveau que maintenant, ils se disent « non, c'est plus possible ». Donc, c'est quand la police ou l'armée décident que ça va bien, ils obéissent plus. Mmh. Est-ce qu'on va aller vers ça? Je ne sais pas, mais c'est... À la limite, si on abandonne toutes nos souverainetés, qui était la première question, si on se retrouve avec la BCE et... Le FMI et je ne sais pas quoi, et la CIA au pouvoir, en France... Eh bien, à ce moment-là, il y a peut-être des gens dans l'armée, j'en sais rien, qui décideront que non, c'est pas ça. C'est pas, oui. Donc, à ce moment-là, c'est là où tu vas apparaître les colonels, quoi. Oui. Bah, écoute, mais je dis pas que je le souhaite. Mais je dis, c'est soit le référendum d'initiative populaire, soit... Ça, ils le feront jamais et personne n'arrivera à porter ça. Soyons réalistes. Oui, ben surtout avec les résultats. La dernière fois qu'on a voté, on a voté contre une... Et on a eu la forfaiture de Sarko. Donc, on a eu la forfaiture de Sarko. Et donc, le traité de Lisbonne, et voilà, et Ouarzazate, et la trahison du système d'éducation, qui a aussi été voté à Lisbonne, etc. Donc il y a des tas de choses qui se passent à Lisbonne qui me paraissent pas bien nettes, quoi. Ah oui, mais là, on a encore eu un truc de Pape Ndiaye cette semaine qui nous explique qu'à la rentrée, il va y avoir des nouveaux cours de sexualité à l'école. Et tu finis par te dire, donc visiblement, lire, écrire, compter pour un enfant de 10 ans, bon non, c'est pas super nécessaire. Par contre, qu'ils n'ignorent rien, les pauvres enfants à 10 ans du Kama Sutra, ça, il y a tout le monde. Hein. Moi, je me souviens, enfin, je veux pas dire du mal des gens, mais enfin, quand on m'avait raconté que j'avais 12, 13, 14 ans, je me souviens plus très bien, j'étais à Amiens et tout, comment ça se passait entre les hommes et les femmes. Je m'étais dit, c'est une blague. Il se fout de ta gueule. C'est une blague. Ça va, n'importe non, mais c'est une connerie, quoi. Pas mon père et ma mère. Écoutez, franchement... Qu'est-ce que vous racontez là? Donc, si tu veux, je crois qu'il y a une période dans la vie où tu es à peu près peinard avec la sexualité, c'est entre 2 ans et 12 ans, quoi, ou 13 ans. On pourrait pas nous foutre la paix, c'est le paradis terrestre, on est tranquille. Mais on pourrait pas nous foutre la paix. Ta seule question, c'est de savoir si tu vas réussir à grappiller 30 minutes avant d'aller te coucher pour voir le début du film. Tu sais, c'est à peu près ton seul problème dans la vie. Dans la vie, c'est ça. Puis, ça marche bien autour de toi. Enfin, je sais pas si t'es dans une famille normale, mais cette histoire, ils sont complètement obsédés par le cul, tous ces types. Tous ces gens de gauche, ils sont obsédés par le cul. Ce qui est une façon de dégrader la femme, à mon avis. Et je sais pas si tu as vu les dernières statistiques, mais en France, en tout cas, les jeunes n'ont jamais aussi peu fait l'amour que depuis 10 ans, comparé à leurs aînés d'il y a 20 ans. C'est-à-dire, par rapport à ma génération, la génération de mes filles ont une activité sexuelle qui a baissé de 25%. Oui, c'est qu'à l'époque, on était content parce qu'on avait l'impression, tu te souviens de ce film idiot où le type voulait scorer, là, c'était dans les bons fonds du ski. Là, oui.
Ben, scorer, c'était important, puisque maintenant, scorer... Sur un malentendu, ça peut marcher. C'était sur un malentendu. Mais donc, donc, ils ont une série d'obsessions dont ils pensent que les gens les ont aussi. Mais, je sais pas. Moi, je sais pas, je suis pas obsédé par tout ça. Non, et surtout, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils se servent de ce biais-là pour expliquer qu'il faudrait éduquer les gens, encore une fois, le grand principe d'éducation des masses. Changer l'homme. Pour empêcher les stigmates, l'inconnaissance de ci et de ça. Mais ça me fait rire parce que ça fait des années qu'ils font ça dans les écoles et tu as encore des femmes qui vont à l'hôpital et qui ne savent pas faire la différence quand elles parlent avec leur médecin de leur vagin et de leur utérus. Oui. Donc elles pensent par exemple qu'un bébé est logé dans le vagin. Tu dis non, pas du tout, madame, c'est plus haut. Tu vois, il y a pas la connaissance du corps en elle-même est pas acquise. Elle n'est pas acquise. Et ça, c'est simplement médical, c'est une coupe en biais. Et ça me... Alors, il y a et quelque part, ça se passe avec une réification de la femme. C'est-à-dire une espèce de truc. Autrefois, la femme, elle était autre chose que sa sexualité. Elle pouvait être... Tu vois, il y avait des tas de choses. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de sexualiser la femme de façon extraordinaire, comme s'il y avait que ça qui les intéressait. Je sais pas. Je suis pas une femme. Hein. Il y a un peu que ça qui les intéresse, puisque l'idée, c'est quand même de choper nos ventres pour qu'on leur fasse des bébés à eux. Oui. C'est quand même ça l'idée. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils font ça aussi. C'est pour que ça devienne une espèce de commodité. Oui, de commodité, que les femmes, que la... donc c'est une espèce de réification entre la réification des femmes et l'esclavage dans les usines pondeuses qu'il y avait en Ukraine ou en Inde, où on préparait des bébés, où on vendait des bébés à l'adoption. Donc tout ça, c'est... j'ai écouté récemment une conférence d'un type qui parlait de René Girard. C'est un type qu'on aime beaucoup ici. Et il disait, alors René Girard a montré que, dans le fond, une société dans le temps ne se pacifiait que par des catharsis où de temps en temps on désignait le voisin du dessous qui était responsable de tous les maux de la cité. Et c'était on le faisait brûler. On le faisait brûler, tout le monde se sentait mieux après, puis on repartait à ses affaires, tout allait beaucoup mieux. Jusqu'au moment où le Christ est arrivé et a montré que la victime était innocente. Ce qui était une idée assez profonde. Donc on ne peut plus maintenant faire ces catharsis puisque la victime est innocente. Mais pour ça, il faut continuer à être chrétien. Oui. Il dit, avec le recul de la chrétienté, on va revenir les sacrifices humains. Mm-hmm. On va revenir les sacrifices humains et on va revenir le bouc émissaire comme concept. Et le bouc émissaire responsable de tous les maux de la terre aujourd'hui, c'est moi, l'homme blanc de... Oui, bien sûr. Donc on a le recul de la chrétienté à ramener le besoin le besoin d'un nouvel bouc émissaire, et ce bouc émissaire, c'est l'homme blanc. Et c'est marrant parce que c'est l'homme blanc qui a décidé que c'était lui le bouc émissaire. C'est quand même un truc curieux parce que c'est nos intellos à la noix, là, qui décident que c'est nous qui avons été responsables de tous les... Et ça rejoint ce que disait Schumpeter, la classe des faux intellectuels. Mm-hmm. Donc on voit bien que le recul de la chrétienté amène à une baisse profonde de la compréhension d'un système pour qu'il soit harmonieux. Donc on avait tenu pendant 20 siècles sans ce bouc émissaire, et maintenant on devient tellement crétin qu'on retourne au bouc émissaire. C'est fou. Bon, Jean Ralphio te pose une question, je reviens un peu sur l'industrie, et qui n'est pas évident. Alors, on sait tous ici que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, pour industrialiser, il faut de l'énergie. Or, cette France souveraine auquel on aspire n'a pas de réserve. Alors, qu'en est-il des gaz de schiste ? Est-ce que tu penses qu'il faut, par rapport au nucléaire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Est-ce qu'il faut qu'on sorte donc de l'AREM ? Évidemment. Oui, il faut sortir de l'AREM. Évidemment, ça c'était encore une saloperie de Sarkozy. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il faut... d'abord, il faut... le nucléaire, c'est tout ce qui est... Bon, l'électricité, ça peut être nucléaire.
à partir du nucléaire, dans des conditions qui ne sont pas très bonnes pour l'instant, on peut faire de l'hydrogène. De l'hydrogène, ça peut aider à la mobilité, etc. Mais il faut bien que les gens se rendent compte quand même de quelque chose. C'est qu'entre 90 et 95% de l'énergie qui est utilisée dans les transports, c'est-à-dire les avions, les trains, les bateaux, tout ça, c'est de l'énergie fossile. C'est-à-dire que dire qu'on va passer, comme cette stupide petite fille en Suède, là, qu'on va passer à un monde de zéro CO2, c'est dire qu'on ne va plus bouger. Et le mouvement, c'est la vie, quoi. Et c'est de la croissance, c'est-à-dire, tu vois... Non, en fait, ce qui va se passer, on le sait tous, c'est qu'il va y avoir une forme de crédit social. C'est-à-dire, quand on dit on va plus bouger, c'est-à-dire que les gens qui, aujourd'hui, prennent des EasyJet pour aller ici et là, ça, ils vont arrêter tout ça. Et puis, les huiles, elles, feront leur vie comme d'habitude. Partiront au Mexique, en veux-tu, en voilà. Pour des conférences, des sommets importants sur le G20. Mais alors, tu regardes aussi ceux qui ont accepté et qui prennent des mesures dans le monde. Bon, mais c'est l'Europe, qui est pas bien grosse, qui pollue le moins, et la Californie. Oui. Et le reste du monde, il en a strictement rien à foutre. Je crois que l'Inde, où ils ouvrent, où c'est la Chine qui ouvre quelque chose comme 100, qui a ouvert dans les 12 derniers mois quelque chose comme 100 centrales au charbon. Oui, oui. Donc, mais il faut savoir que les centrales de charbon aujourd'hui, elles sont tellement efficaces que si on mettait toutes les centrales au charbon dans le monde aujourd'hui aux normes de ces nouvelles centrales au charbon, les émissions de CO2 baisseraient de 10%. Alors, moi, j'ai une réflexion intéressante avec ma fille aînée, qui est une scientifique, comme tu sais, qui est ingénieure, et qui me disait, mais moi, je comprends pas pourquoi on s'énerve sur ces histoires de hausse, de chaleur, de climat, et ainsi de suite. Elle me disait, mais je comprends pas pourquoi nous, les scientifiques, qui avons les capacités, on ne s'évertue pas plutôt à trouver une meilleure vie dans ces conditions-là. Elle me dit, moi, je peux trouver... des maisons qui, techniquement, de façon en ingénierie, permettront de vivre avec une chaleur temps, et ainsi de suite. Elle me dit, nous, scientifiques, c'est notre boulot, je vais vous trouver des solutions. Mais laissez-moi le faire, tu vois, plutôt que simplement rabattre la question, il fait trop chaud. Non, mais le but, c'est quand même, encore une fois, derrière tout ça, il y a une nouvelle religion qui est en train de naître, il y a des coupables qu'il faut punir. Mais par contre, la déesse Gaïa nous pardonnera peut-être nos crimes. C'est la Terre, la déesse Gaïa, pour la nouvelle religion. Il y a un certain nombre de gens comme Al Gore qui peuvent parler à la déesse Gaïa et elle nous pardonnera peut-être si on permet à Al Gore de vivre noblement comme il le mérite, quoi. Donc, il y a tout l'appareil d'une religion, c'est-à-dire le péché, les intermédiaires, le fait qu'il faut que ce soit les pêcheurs qui payent, mais qui payent les intermédiaires, et tout ça se termine en général par des camps de concentration. Et on y est en plein, donc il faut pas ils se rendent compte. Le but de tous ces gens-là, c'est pas que on règle le problème technique du réchauffement, ou qu'on apprenne à vivre. Le rôle de ces gens-là, c'est qu'ils sont dans la société à un niveau qui leur paraît pas comparable à ce que leur mériterait, et ils veulent arriver au sommet et être ceux qui distribuent les tickets de rationnement. Donc c'est pas du tout un truc pratique, parce que ça, le capitalisme sait faire, c'est un truc religieux, idéologique. Il faut empêcher Charles Gave de prendre l'avion quand il veut. Oui, parce que c'est quand même le but voilà. Parce qu'il m'agace à prendre l'avion tout le temps, ce gars-là. Je le prends de moins en moins, d'ailleurs. Parce que j'aime de moins en moins l'avion. Il y a ça, et puis ça devient de la folie. Désormais, d'abord, ils annulent des avions. Ensuite, tu attends 4 heures, il faut arriver 3 heures avant, enlever ses chaussures 6 fois, enlever sa ceinture, passer dans divers portillons. Si tu as plus de 75 ans, tu n'as pas besoin d'enlever ta ceinture. Moi, je sais pas, la dernière fois, on m'a confisqué un mascara parce que, soi-disant, c'était un liquide. Enfin bon, au bout d'un moment, tu te dis, mais les gars, on t'enlève Ils m'ont confisqué. J'avais un petit coupe-cigare en or que m'avait donné quelqu'un de très bien, et qui était en or comme ça. Et donc, je mettais mon cigare, je faisais clic. Tu sais, un coupe-cigare, quoi. Une petite guillotine, quoi. Une petite guillotine. Ils m'ont dit, vous pourriez attaquer le pilote avec ça. J'aurais dit, moi, ça va pas, non? Ouais, c'est ça. Mettez votre doigt dedans, sinon... Exactement. Mais ils me l'ont piqué.
Mais c'est comme les coupes-ongles. Ils te piquent les coupes-ongles. Tu te dis, mais tu vas faire quoi avec attention, je vais vous couper les ongles très, 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 très courts. Quelqu'un me dit qu'il va me couper les ongles, je pars en courant. Tellement je déteste celui-là, ça. Alors. Quand il était petit, j'avais une technique, c'est que je sortais le truc à coupe. Quand il était vraiment trop méchant, trop coquin, parce qu'il faisait des bêtises, je sortais la pince à ongles et là, il allait se cacher. Tu le retrouvais plus pendant 1 heure. Oui. Je disais, non, mais le go des coupes-ongles. Donc, si tu veux, tout ça, c'est le même mécanisme toujours. Ça commence par, il y en aura pas assez pour tout le monde, puis ensuite, il va faire trop chaud, il va faire trop froid, ou on va être noyé. Parce qu'il faut pas oublier que dans les 40 dernières années, la fin du monde, telle qu'elle est annoncée, a commencé par, il va faire trop froid. Oui, parce qu'on se souvient tous de cette couverture à l'époque de Al Gore, je crois que c'était le New York Times, où tu voyais New York sous la glace. Sous la glace. Et où ils nous ont expliqué, à cause de El Niño, je sais pas quoi, donc on allait avoir trop froid. Mais on allait avoir trop froid, il allait faire moins 40. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, le deuxième étape, ça a été le niveau de la mer allait monter. Et donc, à ce moment-là, s'il y avait des trucs comme les îles, je sais pas quoi, allaient se retrouver sous l'eau, c'était... les Maldives, elles étaient censées plus être là. Hein. Elles étaient censées plus être là. Bon, donc, ça, c'était le deuxième truc. Mais ça, je crois que c'est Gérondeau qui dit que le niveau de la mer monte de 1 mm par an, donc il faudra du temps, quoi. Et maintenant, la troisième étape, c'est que maintenant, on va tous mourir grillés. Mais enfin, je rappelle quand même que on n'a pas eu froid, on n'a pas été noyé, donc, à mon avis, on va pas être grillés non plus. Donc, c'est ce que disait Kounin dans son merveilleux livre, Unsettled, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais qui était quand même un très très grand scientifique, qui a dit les modèles, c'est un spécialiste des modèles, hein, il a créé la chaire des modèles au Caltech Institute, donc c'est pareil, les modèles utilisés dans dans tout ce qui est réchauffement atmosphérique ne sont pas meilleurs que ceux des années 50 ou 60, ils sont pas meilleurs. Et la deuxième chose qu'il a dite, c'est que dans ces modèles qui sont incapables de prévoir ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, hein, de façon rationnelle, moi, au moins, quand je fais des modèles, je réussis à les rétrofitter pour que ça marche à peu près. Mais eux, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont nuls. Dans ces modèles, on met des modèles économiques qui sont encore plus foireux que les premiers. Et avec ça, on vous dit on va arriver, ça va empêcher la mort de 300 millions d'hommes dans 50 ans. Mais en attendant, le ralentissement économique et les mesures qu'on prend vont peut-être créer la mort de 500 millions d'hommes aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il dit, il faudrait peut-être réfléchir, qu'on s'arrête un peu et qu'on réfléchisse un coup. Et c'est un type de gauche, c'était le type spécialiste d'Obama pour tout ce qui était écologie. Oui, bien sûr. Donc, quand on voit des gens, c'est exactement ce que dit ta fille d'ailleurs, il dit, il y a peut-être d'autres façons de procéder. Mais non, parce que c'est une tentative de prise de pouvoir au niveau mondial par une caste dirigeante. C'est eux qui demandent ça. Ils demandent pas à ce qu'on règle le problème. Ils demandent d'arriver, eux, au pouvoir. Donc, il faut pas se tromper. Ils cherchent pas à résoudre le problème. Ils cherchent, eux, à être au pouvoir et à nous dominer. Donc, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt scientifique. C'est purement politique. Alors, une question de Pierre Siminck, qui est un peu... mais je te la pose quand même. Question à Charles. On dit souvent que la réindustrialisation de la France ne peut réussir sans que la France ne sorte de l'euro, parce que pour devenir plus compétitive, la France devrait dévaluer sa monnaie. J'estime, dit-il, que dévaluer sa monnaie est un acte manipulateur qui ne sert qu'à cacher le manque de productivité suite au poids écrasant de l'État non productif. Ne serait-il pas plus pertinent de diviser la part de l'État par 2 et de réduire le nombre de normes et d'interdictions par la même ordre de grandeur? D'évaluer une monnaie est un acte lâche qui baisse le pouvoir d'achat et nuit à la crédibilité d'une nation. C'est une approche qui rend le remboursement de la dette détenue par les non-résidents encore plus difficile. Alors, comme tu vois, il y a plein de questions dans une, mais je voulais te la poser pour que tu expliques pourquoi d'évaluer une monnaie n'est pas un acte lâche et pourquoi parfois, au contraire, c'est un acte de relance compétitive pour l'entreprise. Et entre autres. Ce que je dis toujours, c'est que il y a 2 prix qui sont importants dans le système économique. Le premier prix, c'est celui qui détermine l'endroit où les investissements vont se faire géographiquement. C'est-à-dire, c'est le taux de change. Et puis le deuxième prix, qui est la quantité d'épargne qu'on va mettre de côté pour faire les investissements qui nous amélioreront notre niveau de vie dans 10 ans. Donc, les 2 prix, il y en a un qui contrôle l'espace et l'autre qui contrôle le temps. C'est le taux d'intérêt et le taux de change. Ces 2 prix, depuis l'euro, sont faux. Donc, aujourd'hui, je suis bien incapable de dire si on sortait de l'euro, et si l'euro explosait, et si les bonnes décisions devaient être prises.
Est-ce que l'euro va monter ou baisser ? Écoute, étant donné que depuis la mise en place des 35 heures, on n'a pas pris une décote, et c'est vis-à-vis de Deutschmark, oui, notre monnaie doit baisser. Oui, mais les Deutschmark, aujourd'hui, ils ont une population qui est extraordinairement vieillissante. Ils font que des bagnoles à essence. Donc, nous, au moins, on s'est débarrassé de notre industrie, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lui, il fait l'hypothèse que si on sort de l'euro dans les circonstances actuelles et qu'on prend et que les bonnes décisions seraient prises, l'euro va automatiquement baisser, le franc va automatiquement baisser. Mais j'en sais rien. Moi, si c'était moi le président de la République et si je prenais les décisions, je t'assure qu'avec les décisions que je prends, et si on sortait de l'euro, le franc monterait. Parce que les gens se diraient, enfin, ce pays se remet au travail. Et les gens se précipiteraient pour acheter le franc. Tu aurais quand même un problème sur le paiement de la dette. J'aurais un problème, mais à partir du moment où le franc monte, les taux d'intérêt baisseraient naturellement. Et donc, le service de la dette, ce serait pas mal. Et puis, les gens se précipiteraient sur la dette en se disant, ça y est, les Français, le taux de croissance va repartir à 4 ou 5. Donc, ils vont avoir aucun problème à payer l'autre. On n'aura plus de trappe à dette, on va sortir. Donc, si quelqu'un qui suit ce genre d'idée était élu, si on dit, on va suivre le modèle de la Suède, il fallait acheter de la dette en Suède. Il fallait pas la vendre. Il fallait se bourrer des actions. Le compte tenu des taux d'intérêt, payé sur le court terme, la couronne suédoise est à peu près au même niveau que l'euro à l'époque, mais chaque fois qu'il y avait un coup, c'était la couronne qui absorbait, c'était pas le profit des sociétés. Donc encore une fois, le but, c'est pas que dans le système de taux de change fixe, l'amortisseur, c'est les profits des sociétés, à tous les chocs. Donc le gouvernement prend une décision imbécile. Autrefois, sous Léon Blum, ou j'en sais rien, le franc se pétait la gueule. Donc, au moins, les sociétés étaient protégées. Mais là, ils prennent une décision imbécile, le taux de change reste fixe, donc les profits des sociétés s'effondrent, et la désindustrialisation suit. Donc, c'est le taux de change fixe qui crée la désindustrialisation. Si on veut arrêter la désindustrialisation, il faut que le taux de change redevienne un prix de marché. Cette semaine, enfin hier, Marine Le Pen a fait un tweet où elle expliquait premièrement que l'inflation était due à la hausse des marges des industriels, que c'était donc une inflation qui avait été importée depuis la guerre en Ukraine, et que la deuxième chose que la France devait mettre en place, c'était un protectionnisme. Est-ce que, en l'état, pour toi, on pourrait vivre en protectionnisme sur nos ressources en état de l'industrie ? Il me faut rigoler. Étant donné ce qu'on produit. Je crois aussi qu'on est déficitaire en matière première agricole. La dernière fois, et alimentaire. On importe du blé. Donc, on a quand même réussi avec la Beauce, la Brie, la Picardie d'importer du blé, monsieur. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non. Et puis le deuxième exportateur de produits agricoles du monde, je crois que c'est la Hollande. Sans doute parce qu'ils ont des territoires monstrueux, enfin bref. Non, pour répondre à il y a des moments où vous avez des moments de grosse fatigue. Comment on appelle ça, des moments de lassitude? C'est des GMS, grands moments de solitude. Grands moments de solitude. Quand je vois... c'est une juriste, je crois. Oui, elle était 2 ans avant moi, Elle était 2 ans avant toi, Barreau. C'est une juriste. Elle est entourée sans doute de gens extrêmement compétents économiquement, qui sont sans aucun doute partisans de l'État stratège. Oui, tous. Et aucun n'ayant géré une baraque à frites. Et je suis vraiment effondré parce que est-ce qu'on me cite un seul cas d'un pays qui s'est enrichi par le protectionnisme? Bonne question. Donnez-moi, vous avez sûrement fait des études historiques monstrueuses pour montrer que le protectionnisme permet le développement. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que l'UE ne permet pas la préférence nationale. Oui. Donc, de 2 choses l'une, déjà, en amont, soit tu sors de l'Union européenne. Ce sont des tas de problèmes sont réglés ipso facto. Ipso facto, mais en tous les cas, si le Frexit n'est pas à l'ordre du jour, la sortie de l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour, alors tu ne peux pas parler de protectionnisme puisque de toute façon c'est interdit par tous les traités. Absolument. Donc déjà, c'est le premier casus belli en amont de tout autre développement. Ensuite, effectivement, la deuxième chose qu'on voit toujours, on l'a vu au Brésil, c'est que c'est pas le tout de mettre une taxe sur les produits d'import. Imaginons que nous taxions, je ne sais pas, les
produits hollandais, que feraient les Hollandais? Ils taxeraient en retour tous les produits français d'importation. Voilà. Donc on vendrait beaucoup moins à l'étranger et en interne, pour autant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à vos pieds, la plupart de vous, vous avez des Nike, dans la main, vous avez des iPhones, et nous n'avons pas la compétence aujourd'hui, ça prendrait des années, pour proposer un produit français qui serait à la hauteur de vos envies. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est tout à fait ça, mais bon, aujourd'hui, l'industrie française doit représenter 9% du PIB. Bon. Très bien, mais les Français doivent acheter en produits industriels, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais mettons 25% du PIB. Tu vois, la consommation de produits industriels, depuis les bagnoles jusqu'au téléphone, jusqu'au... Produits vestimentaires, un frigo, voilà. Tout ça. Donc, si on était industriel, ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passeraient. On n'aurait plus ces produits. Voilà. Et comme on a un déficit extérieur, on n'aurait rien à vendre pour acheter. Donc, ça veut dire une baisse du niveau de vie, aller entre 30 et 40%. Donc, ce que me dit la recette que préconise Mme Le Pen, c'est celle qui a été essayée par le crétin au Venezuela, les crétins en Argentine, les crétins au Brésil quand il y avait l'hyperinflation. C'est la certitude de l'inflation et de la ruine. Et de la perte de valeur. C'est mieux que ça, parce qu'en fait, elle pense que si on empêche un déficit commercial, on n'aura pas d'inflation. Ça veut dire qu'elle n'a absolument pas compris que l'inflation était monétaire. Non, elle n'a pas compris ça. Elle pense que, quelque part, c'est une fuite de l'argent et que ce truc-là... Je vais lui expliquer, il faut expliquer quelque chose aux Français, là. Quand il y a une période d'inflation, les marges montent. Donc, ça prouve que les entreprises font monter leurs prix de façon innommable. Bon. Alors... Je vais te donner un exemple idiot, mais si tu as 0 d'inflation et tu as acheté un bien en capital 100, que tu vas amortir sur 10 ans, donc tu vas amortir 10 chaque année, tu vois, donc ça viendra bon. Donc, mais si l'inflation maintenant part à la hausse, et ton bien en capital qui valait 100, il vaut 200, si tu voulais le remplacer. Donc ton prix de vente, il va incorporer le fait que tu devrais amortir à 20. Bien sûr. Oui, mais tu n'amortis qu'à 10. Oui. Donc tes marges montent, donc tes impôts montent. Et, voilà. Et donc ton profit, ta marge brute d'autofinancement s'écroule. Donc ce que ne voient pas tous ces imbéciles, c'est que l'inflation, c'est une taxe sur le stock de capital, qui est mal amorti. Et en amortissant mal ton stock de capital, tu ne peux pas préparer l'avenir, puisque en fait, c'est la fameuse histoire, c'est le gars qui vendait des cordes pendant la grande inflation à Weimar, donc il vendait des cordes et chaque fois elles étaient plus chères, et puis quand il rachetait, il n'y arrivait pas, puis à la fin il ne restait plus qu'une seule corde, hein, donc il s'est pendu avec, quoi. C'est la politique que préconise Mme Le Pen, c'est il faut faire un système pour que le type à la fin il lui reste une corde et qu'il se pende avec, quoi. C'est d'une intelligence, mais c'est stupéfiant. L'autre chose avec laquelle les gens ont du mal, c'est dans ces périodes-là qui sont troubles, le fait que des sociétés peuvent choisir. Si tu veux, c'est le fameux exemple de ta boulangerie. C'est-à-dire que dans ta boulangerie, tu peux te dire, voilà, on arrive à un moment dans la vie où tout le monde dans le village mange une baguette par jour. Le fait que tu rajoutes un salarié de plus ou une machine de plus va pas faire que les gens vont tout à coup manger 2 baguettes. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certaines entreprises. Et dans ces cas-là, que fait la société? Elle se dit, mais écoutez, plutôt que d'investir en interne, je vais réallouer ce capital lors d'une assemblée générale et je vais distribuer aux actionnaires à charge pour eux ensuite de se débrouiller. C'est comme ça que marche le capitalisme. Voilà. C'est-à-dire que le but du capitalisme, c'est que le capital où la rentabilité marginale du capital investi est en train de monter. Si elle ne monte plus dans la boulangerie, on va aller le foutre dans un salon de thé à Saint-Lary. Et cette notion de rentabilité marginale du capital, c'est quelque chose qui est complètement perdu de vue, pas compris. Ils comprennent pas. Pas pris en cause. Et de la même façon que tout de suite, dès qu'il y a un profit, le réflexe des gens est de dire c'est le salarié qui a créé la richesse. Mais non. Non. Et encore une fois, le salarié, avec tout le mérite qui est le sien, mais est rentré par un contrat de travail défini, avec une paye définie. Et le fait qu'il y a eu des profits n'est pas le fait de son travail. Non. Là, en l'occurrence, pour Total, c'est parce qu'il y a eu une hausse incroyable du coût du pétrole. Et le salarié n'a rien à voir avec ça, cette action. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, par exemple, si le travail suffisait à ce que les gens soient riches et soient bien payés,
l'Union soviétique aurait été le pays le plus développé du monde aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas que ce qui fait le succès du capitalisme, c'est l'échec. Je veux dire par là, c'est si ceux à qui on donne du capital sont mauvais, eh ben, ils font faillite, tant pis pour eux, et ils n'auront plus de capital dans le futur. Or, aujourd'hui, on donne de plus en plus de capital à l'État, et lui, il ne peut pas faire faillite. Donc, automatiquement, il bouffe le stock de capital, et du coup, il y en a moins pour le secteur qui est... Et c'est une notion que j'essaye de développer, sur laquelle j'essaye de travailler en ce moment, que les gens vont peut-être comprendre. C'est que je dis, dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'épargne? L'épargne, les gens pensent que c'est l'espèce de tas d'or dans lequel nage Picsou. Hein, vous savez, c'est ça. Bon, c'est pas ça du tout. L'épargne, c'est pareil. Vous mettez de l'argent de côté, très bien, mais cet argent de côté, à quoi il va servir? Il va servir à mettre à payer une partie de la population qui va travailler sur le long terme pour créer un niveau de vie plus élevé dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc, au stock d'épargne correspond à un stock de population que tu mets sur le côté et qui va travailler sur le long terme. Et plus tu en mets de côté qui travaille sur le long terme, en principe, plus ton niveau de vie, c'est ce que font les Suisses admirablement. Donc, il faut que ce stock d'épargne ne soit pas gaspillé. Et le stock d'épargne dans nos civilisations qui a fait notre décollage depuis un certain nombre de siècles, c'était l'éducation. En fait, ce stock d'épargne, ça servait à payer un peu le personnel éducatif. Et c'est ça qui a permis notre décollage. C'était là où on utilisait la plus grosse partie de cet argent qu'on mettait de côté pour payer les gens-là. Mais aujourd'hui, il est utilisé n'importe comment. Le système éducatif est en train de s'écrouler. Et donc... on est en train d'arriver à un moment où notre capacité d'investir pour le futur va baisser structurellement, c'est ce que je veux te dire, et donc notre niveau de vie va baisser structurellement. Donc, et pour que cette épargne soit investie convenablement, il faut la donner à des gens qui aiment faire ça et qui vont utiliser les gens là qui sont prêts à travailler. Mais ceux qui créeront de la valeur, c'est ceux qui comprendront bien ce qui se passe. Et en aucun cas, c'est le travail ici qui crée de la valeur. C'est la capacité de cela à se péter la gueule et à prendre des risques. Donc vous avez 3 éléments dans la croissance, l'épargne, le travail et quelqu'un au milieu qui va investir le capital en fonction de la rentabilité marginale du capital investi. Et qui peuvent se péter la gueule. Et qui acceptent le risque de se péter la gueule. Eh ben, quiconque me dit que c'est le travail qui fait la richesse, dit une énorme connerie. Une partie de la création de richesse vient du travail, mais s'il n'y a pas la partie arbitrage du risque, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Et ça s'est jamais passé dans l'histoire. Donc c'est quand même tuant de voir qu'il faut répéter ces évidences. Et alors, il n'y a que 2 possibilités. Ou Madame Le Pen pense ce qu'elle dit, et c'est effrayant. En aucun cas, elle ne doit arriver au pouvoir. Ou elle pense qu'il faut dire des choses comme ça au peuple parce qu'il est bête. Et dans ce cas-là, elle ne doit pas arriver au pouvoir non plus. Je pense que... c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je pense que comme une grande partie de l'électorat est un électorat ouvrier NUPES, elle pense qu'il faut dire des choses aussi bas de gamme. Voilà. Et son père était beaucoup plus prêt à prendre des risques conceptuels et sur l'intelligence. Alors, il est possible qu'elle arrive au pouvoir, mais dans ce cas-là, je crains qu'on ne se retrouve dans la même... On se retrouve, il n'y aura pas de différence. Pas de différence. Bon, voilà. Écoutez, sur ces bons mots, heureusement qu'on ne doit pas voter tout de suite. On a le temps écoute, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les uns et les autres essaient de faire des efforts et, comme on dit en anglais, step up the game. Mais pour surtout, il faut bien vous rendre compte que si vous avez l'intention d'être entrepreneur en France, vous pouvez, et au début, on vous aidera, il y a des subventions pour les recherches, etc. Mais ce que m'avait dit un des très très grands patrons français il y a quelques années, vraiment un type qui avait fait une réussite absolument éclatante, il m'avait dit, en France, on peut commencer une entreprise, mais dans les circonstances économiques, financières, etc., et ces règlements imbéciles et tout, dès que vous réussissez en France, vous commencez à décoller, il faut que vous alliez mettre vos filiales à l'étranger. Oui. Et que vous vous serviez de la France un petit peu comme le point de départ, mais en aucun cas vous n'investissez durablement en France. Et c'était un très grand patron, très patriote et très chrétien. Donc, les gens compétents en France
dans le monde actuel, ceux qui sont absolument nécessaires à la croissance, ne reviendront pas investir en France si on reste dans l'euro, etc. Donc, c'est pas simplement une question de rentabilité marginale, c'est que les types compétents diront « vous êtes gentil, mais non ». Il y a un certain nombre de conditions, c'est pour, si tu veux faire un film qui a du succès, tu as besoin d'un certain nombre de grands acteurs. Et ben si tu leur dis « vous venez, je vous paye pas », ils disent bah, « si ça vous fait rien, je vais rester à la maison ». Quoi. Donc, il y a des types qui sont compétents. Pour les faire venir, il faut leur dire « le terrain de jeu est à nouveau pas miné ». Si le terrain de jeu reste miné, ils vont pas venir. Non, bien sûr que non. Regarde comment on emmerde Arnaud. Et encore, lui, il a des protections politiques au placé. Voilà, écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. On va vous laisser le temps de l'été pour réfléchir. Mais on va travailler. Oui, on va travailler, bien sûr, pour réfléchir à tout ça. J'espère que ce dossier sur l'industrie vous aura intéressé et qu'on aura répondu à vos possibles interrogations. Et voilà, alors s'il se passe quelque chose de terrible pendant l'été, je ne sais pas si on fera une émission avec des cigales derrière. Si jamais, je ne sais pas, il y a un effondrement des marchés. S'il se passe quelque chose qui vaille la peine, à ce moment-là, on essaiera de... Enfin, c'est-à-dire pas sur la Russie, pas des trucs comme ça. S'il se passe un truc sur les marchés financiers, en gros. Sur le marché financier ou dans les économies ou... Voilà. S'il y a quelque chose de très très important, mais pour l'instant, je crois que c'est important de s'arrêter quelques mois par an parce que ça permet à l'esprit de se sortir du quotidien. Voilà. Vous savez, parce qu'autrement, on va se mettre à commenter sur n'importe quelle petite variation de la Bourse de Paris et ça n'a aucun intérêt. Donc il faut faire un pas en arrière voilà. et puis se reposer. Et puis reprendre son souffle. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette émission, pendant cette année. Et on vous dit avec plaisir, en tout cas, j'espère, à septembre prochain. Voilà. Et en espérant vous retrouver tout bronzé. Voilà, à très vite. Merci. Merci beaucoup.